Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Stanislas Bocquet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas du tout écolo, pas très écolo en tout cas, mais que vous continuez à faire au quotidien par besoin ou parce que vous n'avez pas le choix, tout simplement? Alors je dirais pas au quotidien heureusement, mais ayant des activités à travers le monde, l'avion. Malheureusement, je voyage encore beaucoup trop en avion, mais je suis en train de réduire fortement. Puis un avion tous les jours, en effet, c'est un peu non, heureusement. C'est un peu beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Stanislas Bocquet qui conseille effectivement aux quatre coins du monde les dirigeants en matière de stratégie ESG, de durabilité. Vous êtes fondateur de Palo IT. Alors vous n'avez jamais, j'imagine, eu autant de travail qu'aujourd'hui. La durabilité, le climat, la transformation, l'urgence climatique, etc. C'est partout finalement. Alors, entreprise au départ qui était très orientée digitale, qui a pris le pivot déjà depuis 2016 d'accélérer la transition de l'économie vers la durabilité. Donc oui, aujourd'hui, ces sujets aujourd'hui de transition vers la durabilité, tout en utilisant les technologies digitales pour cette accélération. Beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités. Après, est-ce que c'est le cas dans tous les secteurs ? Pas forcément, et en fonction des maturités de marché, maturité des entreprises, on voit qu'il y a encore des très grandes disparités. Lesquelles, par exemple, typiquement, des disparités que vous observez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui ont été régulés avant les autres. Les gros émetteurs, les énergéticiens, les gros consommateurs énergétiques. Et puis ensuite, la finance, qui a été régulée progressivement avant les autres. Et puis après, aussi la conscience des dirigeants. C'est-à-dire qu'on voit aussi certains dirigeants qui ont eu une conscience très précurseur de ces enjeux-là et qui les ont embrassés. Il y a plusieurs types de dirigeants, j'imagine. Il y a ceux qui ont une conscience, qui n'ont pas attendu que ce soit au bord de toutes les lèvres de parler de ces sujets-là, que ce soit, j'allais dire une mode, mais c'est même pas une mode, c'est une obsession, c'est une nécessité. Il y en a qui ont ça en tête depuis très longtemps, j'imagine. Alors, il y en a presque naturellement, parce qu'ils étaient déjà sur des modèles d'entreprise robustes, pérennes, assez visionnaires. D'autres qui, au fil de ces décennies et des alertes envoyées par notamment la communauté scientifique, qui ont progressivement pris conscience. Depuis combien de temps, d'ailleurs, vous diriez, cette conscience, les alertes, les lanceurs d'alerte à ce niveau-là? Ça fait plus de 40 ans. Ça fait plus de 40 ans. Ça fait plus de 40 ans qu'on nous alerte. Alors, on nous a souvent alertés aussi en essayant de nous faire peur. Je pense que beaucoup de ces précurseurs ont pris conscience que c'était pas forcément le bon angle. Et que un angle aujourd'hui, un peu anxiogène, tirer la sonnette d'alarme qui sonne très très fort. Exactement. Ouais. Bon, après, c'est vrai que ces alertes, aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous prend conscience progressivement que le monde qu'on a connu ne sera pas forcément le monde de demain. On voit bien que face aux enjeux à la fois climatiques, sociaux, que chacun vit dans son quotidien, progressivement, il y a une conscience qui est au niveau du citoyen est réelle. Au niveau des dirigeants, qu'ils soient politiques ou des dirigeants, on va dire, des grandes entreprises qui voient les enjeux systémiques par la diversité et la largeur de leurs activités, il y a une conscience. Après, aujourd'hui, l'enjeu, il est au niveau de l'entreprise. C'est encore beaucoup trop vu comme des contraintes de régulation, de communication, d'attractivité de marque employeur. Et donc maintenant, c'est quelles sont les recettes
qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir progressivement en faire des opportunités. Il faut faire des recettes pour que d'une contrainte, on passe à quelque chose d'un peu plus sexy dans une certaine mesure. C'est ça que ça fait partie de votre métier. Vous essayez de convaincre vos clients que, ok, c'est une contrainte, ok, le changement, de toute façon, l'être humain, le changement, c'est un truc qui l'embête par essence. Mais moi, je vais vous expliquer, je vais vous faire une recette comme quoi c'est possible et c'est bénéfique pour votre société. Vous savez, je pense que c'est comme les enfants, hein. C'est-à-dire que vous leur donnez des contraintes, ils n'ont qu'une envie, c'est de les éviter. Je pense que, oui, évidemment, beaucoup de contraintes actuellement, de plus en plus, de régulation, de communication, de labels, de procurement, de processus achat, qui deviennent extrêmement contraignants et que ça prend énormément de temps. Donc l'enjeu maintenant, c'est comment on transforme ça en valeur à la fois business et en valeur, comme on le dit, sur la triple bottom line, profit, parce que les entreprises ont quand même des exigences en termes de performance économique, mais également au service de la planète, au service des individus, et donc c'est là où en fait maintenant il faut aller chercher cette fameuse valeur sur cette triple bottom line, people, planète, profit. Et pour ça, il y a des champs incroyables d'exploration. Et souvent, il faut aller identifier simplement là où ça peut créer une valeur assez rapide, concrète, sur le terrain, pour démontrer que ça peut être vertueux. Est-ce que vous avez une recette, alors vous, Stanislas Bocquet, une recette magique, applicable à l'ensemble de vos clients et de vos interlocuteurs, pour convaincre finalement? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense progressivement avec de plus en plus de succès. La première recette, c'est déjà de faire comprendre qu'il y a une opportunité extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai juste déjà un premier chiffre, c'est 26 000 milliards. 26 000 milliards, c'est les investissements qui vont être nécessaires d'ici 2030 pour transformer l'économie mondiale, pour être aligné avec les accords de Paris qui ont été signés en 2015. Donc cet investissement qui est nécessaire pour transformer l'économie est en train de s'accélérer, double tous les ans. Donc ça va créer des opportunités de marché incroyables. La deuxième recette, c'est de prendre conscience que les entreprises qui aujourd'hui prennent cette voie-là ont accès à des capitaux de façon plus directe. Parce qu'on trie maintenant l'accès aux capitaux aussi, c'est-à-dire que si on coche les cases de la durabilité, et si je caricature pour aller très vite, eh bien on a accès à différents fonds, à différents marchés auxquels on n'aurait pas accès si on ne se préoccupe pas de tous ces enjeux. Oui, bien sûr. Donc c'est déjà le secteur financier demande du fait de sa régulation, demande de plus en plus d'informations extra-financières, notamment ESG. Et donc aujourd'hui, votre notation bancaire baissera au fil du temps si vous n'êtes pas engagé. Donc finalement, vous allez vous fermer l'accès à des capitaux, que ce soit auprès des banques ou auprès des fonds de private equity ou du marché. Et puis, vous allez renoncer à potentiellement des subventions, des incentives que certains États peuvent mettre en place. Et puis ensuite, c'est aussi une question d'accès à certains marchés. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les filières sont en train de changer. Que si vous n'êtes pas compliant, entre guillemets, avec ces engagements, vous allez vous fermer des marchés. Donc les entreprises qui n'ont pas cette conscience-là risquent de perdre en compétitivité très vite. Est-ce que le danger, Stanislas Bocquet, justement, c'est d'oublier un projet, parce qu'une entreprise, c'est avant tout un projet, voilà, quand on entreprend quelque chose, il faut des étoiles dans les yeux, etc. Est-ce que s'il y a trop de normes, trop de cash à causer, est-ce que c'est pas l'écueil principal, c'est-à-dire qu'on finisse par se préoccuper avant toute chose de cocher des cases plutôt que d'entreprendre et d'avoir des étoiles dans les yeux? Mais vous avez parfaitement raison. C'est que en fait, la régulation, les normes, etc., c'est vu quand même comme je le dis encore, c'est vu encore comme des contraintes par tout le monde. Donc la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que de transitionner vers créer un nouveau produit, un nouveau service qui se veut vertueux et se veut durable. Finalement, quel retour sur investissement je vais pouvoir créer grâce à cette création
nouvelle d'attributs de mon offre qui va me différencier par rapport à mes concurrents et qui ensuite desservira non seulement de la valeur financière, mais aussi de la valeur à la fois pour les employés, pour la planète. Donc la recette, elle est dans l'exploration, dans la prise de conscience des équipes, et puis progressivement d'expérimenter, travailler aussi beaucoup en écosystème, travailler avec des partenaires qui apportent une maturité, qui partagent des assets, partagent des tendances. On ne garde pas ça pour soi, ce genre de choses. Parce que généralement, les recettes miracles, c'est comme la recette de la potion magique de Panoramix. On ne la dévoile pas comme ça. Là, vous dites-vous qu'il faut, au contraire, évangéliser et mettre à plat, que tout ça soit transparent. Moi, je viens du monde des nouvelles technologies, notamment de l'open source. Donc, j'ai toujours cru, on va dire, à la supériorité de la connaissance, à la propriété. Donc, je pense que le monde de la propriété, il est terminé. Il faut passer aujourd'hui à ce partage de la connaissance. On a une accélération extraordinaire de cet accès à la connaissance, notamment avec l'arrivée accélérée de l'AI et du générative AI qui nous permet d'accélérer finalement cet accès à la connaissance. Et donc, il y a un terreau extraordinaire pour justement aller explorer des nouvelles, et dépasser les barrières un peu psychologiques et de rentrer dans une ère disruptive pour créer des nouvelles activités qui vont pouvoir desservir cette ambition, quoi. Vous parliez du social, de l'humain, des équipes. Est-ce que c'est tous ces enjeux, ces objectifs dont on vient de parler, c'est pas très important également dans le monde du recrutement, c'est-à-dire que quelqu'un de talentueux, qui a des bons diplômes, des bonnes vibrations, comme on dit, qui aura envie de rejoindre telle ou telle entreprise, est-ce que il ne va pas rejoindre cette entreprise plutôt qu'une autre parce que celle-ci justement se soucie davantage de ces enjeux-là? Est-ce que c'est réellement important aujourd'hui dans le monde du recrutement, tout ce dont on vient de parler? Alors, ça devient vraiment clé parce que l'attractivité et la rétention des talents, d'ailleurs, quelle que soit la génération, ce n'est pas que... C'est pas générationnel, ça, non, pour moi, c'est pas du tout générationnel. C'est une question aussi de conscience individuelle et de valeur. Mais en tout cas, l'attraction et la rétention des talents et recherche de plus en plus une forme d'équité, évidemment, sur les parties de packages salariaux et de transparence de la gouvernance, mais recherche du sens, recherche de l'autonomie, recherche, on va dire, des relations sociales riches, internes dans l'entreprise, avec aussi avec vos clients, vos partenaires, et qui sont alignés avec ces valeurs. Recherche aussi une forme d'apprentissage continu. Et comme en fait, on a encore tout à explorer dans ce domaine et tout à inventer, toutes ces dimensions, on va dire, à la fois d'autonomie, d'apprentissage, apportent beaucoup de sens pour les collaborateurs. Nous-mêmes, on est une Bicorp, entreprise à mission, déjà depuis quelques années. Notre taux de rétention a gagné 10 points en l'espace de 3-4 ans. C'est énorme. Enfin, pour une entreprise comme la nôtre, où la guerre des talents est une vérité, parce que en fait, je pense qu'à peu près tous nos collaborateurs reçoivent à peu près sont sollicités 5 fois par semaine sur des nouvelles opportunités salariales. C'est l'enjeu critique. L'enjeu critique. Stanislas Bocquet, c'est le mot de la fin. Vous êtes fondateur de Palo IT. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. À très bientôt. Merci Quentin. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.